Chers téléspectateurs, bonsoir. La 4e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 a démarré jeudi dernier à Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar. Elle vise à vacciner 500 000 personnes sur toute l'étendue du territoire national. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour garantir la réussite de cette opération. Quelles sont les prochaines étapes? En quoi cette opération est-elle différente des autres campagnes de vaccination? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres sur ce sujet, je reçois donc ce soir, sur le plateau de l'émission Zoom Sur, Dr Anne Ahmed Tidjane, qui est directeur de la lutte contre les maladies transmissibles. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. À ma gauche également, Dr Bahamet, qui est directeur de l'action sanitaire Nouakchott Nord. Bonsoir et bienvenue. Avant de rentrer dans les débats, nous allons suivre ensemble cet élément de l'un de mes collègues. C'est à partir d'Attar, la capitale de la wilaya de l'Adrar, que le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahav, a supervisé le lancement de la 4e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 en présence du wali de l'Adrar, M. Pali Haddadi Yatera, des autorités administratives et sécuritaires et des élus. L'occasion pour le ministre de la Santé de préciser que la dernière vague du coronavirus était plus virulente et plus sévère et son impact plus important sur les wilayas du Nord que ses précédentes. La moyenne des cas de contamination sur l'échelle nationale avoisinant les 8 cas sur 1000, alors que dans les wilayas du Nord, ce taux était de 20 cas sur 1000. Ce qui, dit-il, a amené le président de la République à ordonner le lancement d'une 4e campagne de vaccination à partir des wilayas du Nord et plus précisément d'Attar, la capitale de l'Adrar. Cette campagne de vaccination sera soutenue par une campagne de sensibilisation et de mobilisation générale menée par les autorités administratives en étroite collaboration avec les oulémas, les acteurs locaux et la société civile, lesquels se verront confier les villes réparties en quartiers pour inciter les populations à affluer vers les centres de vaccination. Sachant que cette campagne se poursuivra jusqu'au 19 octobre courant et même au-delà jusqu'à épuisement total des stocks de vaccins qui sont de 534 410 vaccins d'AstraZeneca. De son côté, le maire adjoint de la commune d'Attar a remercié le ministre pour les efforts énormes déployés pour faire face au coronavirus, insistant sur celui des autorités administratives dans la lutte contre la pandémie et appelant les élus locaux à s'investir dans cette campagne. En marge du lancement de cette 4e campagne nationale de vaccination contre la COVID-19, le ministre de la Santé a effectué une visite de terrain et d'information à l'hôpital régional d'Attar, où il a écouté des explications des responsables de cet important édifice encore en construction. De même qu'il a visité le centre hospitalier fonctionnel de la ville d'Attar, où il s'est enquis des prestations sanitaires qu'il dispense au profit des citoyens. Pourquoi le choix de la ville d'Attar pour le lancement de la 4e campagne de vaccination? Le choix, il est très simple. C'est que tout simplement, on constate l'évolution de l'épidémie. Au dernier moment, on avait un peu plus de cas dans la zone du Nord, en particulier à Attar. C'est ça l'explication. Ouais. Dras? Oui, effectivement, juste pour rejoindre le Dr Anne, on avait remarqué les dernières semaines, lors de revues quotidiennes sur la pandémie, que l'essentiel des cas était quand même recensé au niveau de la région du Nord, particulièrement à Attar. Et aussi, je pense que c'était l'occasion aussi d'impliquer aussi et de sortir de Nouakchott pour qu'il y ait encore plus d'appropriation des élus locaux, de l'ensemble de la société civile de l'intérieur. On peut avoir une idée sur les moyens matériels et humains qui ont été mobilisés pour cette opération? Les moyens mobilisés sont énormes, de toute façon. Vous avez un ensemble d'équipes qui couvrent l'ensemble du territoire en fonction des régions et en fonction des cibles à vacciner. Il y a un nombre défini d'équipes. Le deuxième élément, c'est la partie
Accompagnement de la campagne veut dire la supervision, qui exige des superviseurs et des véhicules. Le troisième élément, qui a pris peut-être un petit peu de retard, c'est la mobilisation sociale, qui est un important volet. Ça veut dire quoi la mobilisation sociale? Ça veut dire tout simplement que l'ensemble des acteurs régionaux, du directeur régional jusqu'au Mokata, doivent travailler en collaboration avec les acteurs de la société civile, les leaders communautaires, pour une plus grande implication, pour pouvoir avoir un bon nombre de personnes à vacciner. Je rappelle que Dr Bahamet est directeur de l'action sanitaire de Nouakchott Nord. Vous pouvez nous donner une idée sur les moyens et matériels immobilisés à votre niveau? Oui, cette campagne diffère un peu des 3 précédentes campagnes, comme vous l'avez dit, par rapport déjà aux ressources mobilisées, tant en ressources humaines qu'en ressources financières. Parce que nous avons eu quand même une revalorisation des ressources allouées à cette campagne. Parce qu'également, il faut noter que cette cible est encore beaucoup plus importante, parce qu'on est passé de 300 000 lors de la dernière campagne à 500 quelques mille pour cette présente campagne. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment eu cette mobilisation de ressources, quand même qui permet, comme on dit déjà, qu'il y ait mise en œuvre de ces activités à travers les équipes qui sont au niveau de chaque structure. Aussi parce qu'il faut savoir aussi que cette fois-ci, la plupart des équipes, ou plutôt la cible, était beaucoup plutôt fixée au niveau des zones urbaines. Donc, ce qui faisait qu'il fallait vraiment mettre beaucoup d'équipes fixes et beaucoup d'équipes avancées pour aller chercher le maximum de personnes possibles là où on peut les trouver. Parce que je pense qu'actuellement, les dernières personnes qui se vaccinent sont les plus réticentes. Donc, il faut aller les chercher, trouver de voies et moyens pour encore plus les motiver et les avoir. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les raisons pour lesquelles certaines personnes sont réticentes pour se faire vacciner? Pourquoi il y a des anti-vaccins? Parce que réellement, c'est des anti-vaccins. Le problème, vous savez, quand une maladie apparaît, au début, les gens sont angoissés autour de la peur par rapport à la maladie, par rapport à la mort, par rapport aux complications, qui fait que une bonne sensibilisation, minime soit-elle, permet d'accéder à un grand nombre de populations. Qui fait que si on veut faire une campagne de vaccination, vous avez un grand nombre, ce que vous avez constaté, les gens faisaient même la queue à 6 h du matin pour être vaccinés. À un moment donné. À un moment donné. Cette vague est passée. Là, les gens ont reçu suffisamment d'informations. Ce qui reste, ce sont des gens qui sont soit de nature réticente par rapport à la vaccination, ça arrive chez tout le monde, en tout cas chez certaines personnes, soit c'est des gens qui ne sont pas vaccinés, mais peut-être que leurs conditions de travail ne leur permettent pas de se rendre au niveau du site parce qu'ils disent qu'ils vont peut-être perdre un peu de temps, peut-être ils vont perdre une journée, peut-être de travail, ainsi de suite. Donc, vous avez cet ensemble de personnes et des gens qui restent confinés, je veux dire par là, par la mentalité. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Ils sont confinés par la mentalité, ça veut dire que moi, je suis dans un environnement. Dans cet environnement, je vois que les voisins, un certain nombre qui ne sont pas vaccinés. Bon, moi, je me dis, je fais comme eux. D'où l'intérêt de mobiliser les gens, que les gens rentrent dans les maisons pour faire sortir ces populations, pour que ces populations puissent accéder à la vaccination. Ce qu'on appelle les anti-vaccins ne sont pas seulement spécifiques à la Mauritanie. Partout dans le monde, on voit des anti-vaccins. Il y a des personnes qui sont réticentes par rapport... Je connais des personnes qui demandent même l'existence de cette maladie. Effectivement, M. Yadali, je pense que, comme l'a dit Dr Anne, dès qu'il y a une nouvelle maladie ou bien il y a une nouvelle approche pour lutter, comme par exemple la vaccination, il y a toujours parmi les populations une partie
comme on dit, qui acceptent facilement le changement. Mais on a toujours des gens qui sont réticents, qui attendent de voir les effets. Et aussi, malheureusement, depuis quelque temps, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde est devenu journaliste, tout le monde est devenu spécialiste en Covid-19, et ainsi de suite. Et donc, malheureusement, il y en a qui croient facilement ce qu'ils entendent sur les réseaux, et aussi ce qui fait aussi de la mauvaise publicité. Maintenant, je pense qu'il faut prendre plusieurs aspects, voir actuellement, parmi les gens qui sont vaccinés, quelle est la frange la plus importante, parmi aussi ceux qui ne sont pas vaccinés, quelle est la frange la plus importante. Et c'est en fonction de ça qu'on pourra vraiment essayer de voir quelles sont les raisons. Parce que comme je dis, il faut avoir une approche socio-anthropologique de la chose qui nous permet de voir chacun quel est son niveau d'acceptation. Parce que aussi, ça peut être lié au niveau de vie socio-économique de la personne, ça peut être lié aussi à son niveau d'instruction. Donc tout ça, c'est des facteurs qui font que, malheureusement, quel que soit ce qu'on va mettre en œuvre, il y aura toujours une partie qui sera réticente, d'où l'intérêt vraiment de renforcer la communication. Parce que la sensibilisation, la mobilisation sociale, particulièrement la communication, la bonne communication, il fait partie même vraiment des piliers de la riposte contre la pandémie. Et je pense que c'est dans ce sens que vraiment que chacun doit se responsabiliser en véhiculant un message, que ce soit vraiment quelque chose de réel, pour ne pas être vraiment une source de démotivation de ceux qui avaient l'intention de se faire vacciner. Docteur Anne, je reviens à une question qui me passe à l'esprit. Est-ce que vraiment la Covid-19 est une maladie dangereuse? Si vous prenez l'ensemble du monde, le monde en entier, vous prenez les grandes nations, on prend les États-Unis, qui est un grand pays, qui a plus de 700 000 morts. On va dire peut-être que c'est peu par rapport à la population. Non. Mais quand on regarde à l'intérieur des États et à l'intérieur des communautés, on voit que vraiment il y a beaucoup de morts en réalité. Ceci est valable pour tous les autres anciennes nations, les vieilles nations. Ce qui fait que toutes les personnes âgées ou bien les personnes avec comorbidité, pratiquement la première et la deuxième vague, les gens sont décédés. Là, ils sont sur un plateau, c'est-à-dire que beaucoup de vieux sont déjà partis, beaucoup de personnes avec comorbidité sont parties, il reste très peu, ce qui fait que même si vous faites l'analyse des statistiques en France, vous allez voir, en réalité, il n'y a pas véritablement une surmortalité. Mais c'est une maladie grave parce que dans la mesure, elle nous empêche déjà de vivre comme on veut, elle nous empêche de se déplacer, elle nous empêche de faire tout ce qu'on veut dans la vie, elle est contagieuse de surcroît et elle peut aboutir à la mort. Donc c'est une maladie. Qu'est-ce qui explique la rapidité de la transmission de ce virus? Bon, la rapidité de la transmission du virus résiderait déjà dans notre manière de vivre, parce que notre vie en société, comme vous le savez, nous sommes du genre très communautariste, on est tout le temps ensemble. Je pense que si l'habitation, peut-être l'urbanisation plutôt de nos habitats, fait que le plus souvent on est tout le temps en contact, et aussi, comme vous le savez, il y a aussi cette absence de mesures barrières qui est appliquée pour tout le monde. Parce que dès le début de la campagne, il y a une fois quelqu'un me disait mais si la distanciation sociale est suffisante, pourquoi imposer le port du masque, et ainsi de suite. Mais comme vous le savez, la distanciation sociale n'était pas respectée à 100%, les mesures barrières n'étaient pas respectées à 100%, donc dès qu'il y a une défaillance quelque part, la porte est ouverte vraiment pour qu'il y ait une contamination. Et surtout, avec la Covid, on a eu à connaître plusieurs variants, dont actuellement le variant Delta, vraiment qui est le plus contagieux, donc ce qui fait que même la quatrième vague a persisté, malgré que actuellement quand même on constate de par le monde une réduction vraiment du nombre de cas et de mortalité, mais quand même ça persiste, et cela ça s'explique juste par notre vie en société, parce qu'on est obligé d'être en société, on est obligé de se fréquenter, on est obligé de manger ensemble, on est obligé de se trouver en groupe. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit toujours de continuer avec les mesures barrières, même si les personnes sont vaccinées, même si il y a une levée
comme on dit, des restrictions. Parce que malheureusement aussi, avec la levée des restrictions, surtout en Mauritanie avec le couvre-feu qui est levé, les gens pensent que la Covid est finie. C'est terminé. Alors que la Covid, elle est toujours là. C'est juste que peut-être qu'avec les baisses de contamination, aussi il faut alléger parce qu'il faut aussi que les gens vivent, il faut aussi que les gens continuent leurs activités. Donc c'est surtout par rapport à ça, ça va être difficile vraiment qu'il y ait zéro contamination ou bien qu'il n'y ait pas de propagation dans certaines zones où vraiment les gens ne respectent pas ces mesures barrières-là. Docteur, comme il vous a dit, le fait qu'il y ait relâchement d'un point de vue même culturel des mesures barrières individuelles ou collectives font que la transmission est beaucoup plus rapide chez nous. Parce qu'on a tendance facilement maintenant à se donner la main. Parce qu'on dit qu'il y a pratiquement les cas ont diminué. Le deuxième élément, c'est par rapport aux variants. Vous avez des variants qui tuent plus, mais qui sont moins contagieux. Et vous avez des variants qui sont très contagieux et qui peuvent également tuer. Donc, tel que le cas du dernier, de Delta, qui lui est un variant très contagieux, très transmissible. Il est moins mortel. Mais il est moins mortel que le deuxième variant. Il est moins mortel que l'autre. Mais il contamine beaucoup de monde. Donc, dans un système de santé fragile, facilement, si vous avez beaucoup de personnes âgées de commun, on peut être débordé facilement. Je voudrais vous demander de revenir un peu sur la manière avec laquelle le virus attaque les personnes. Comment ça se passe? Oui, pour juste revenir... Quels sont les organes qu'il attaque le plus? Pour revenir juste par rapport à ça, je pense qu'actuellement, presque tout le monde est un peu spécialiste de la Covid, on connaît un peu la symptomatologie. Le virus de la Covid-19 est un virus à transmission aérienne. Donc, transmission aérienne, c'est-à-dire se transmet déjà par les voies aériennes supérieures, par une toux, mais aussi à travers les objets solides. Parce que, par exemple, si quelqu'un peut tousser sur une table ou bien un objet inerte, comme on dit, le virus peut rester sur ces parties. Donc, s'il touche la main avec sa main, après s'il touche le visage ou bien les orifices, facilement, il peut se faire contaminer. C'est pourquoi on dit toujours de respecter les normes d'hygiène. Donc, quand les mains sont propres, quand on porte un masque, si la personne tousse devant nous, ça va être difficile de se faire contaminer. Et si aussi on a une hygiène des mains, même si on touche une zone qui a été contaminée par une toux ou bien par un éternuement, là aussi, après un lavage de mains avec de l'eau savonneuse de préférence ou d'une solution hydroalcoolisée, on sait qu'aussi ça réduit fortement la possibilité de désinfecter. Donc, une fois maintenant qu'on a eu à inhaler ce virus-là, le plus souvent, on voyait que ça a attaqué dès le départ les voies aériennes supérieures au niveau des bronches, au niveau des poumons. Mais on a vu avec l'évolution, parce que c'est un virus aussi qui nous a permis encore de découvrir d'autres facettes de cette maladie-là à travers l'atteinte d'autres organes qu'on ne soupçonnait pas. Et je pense quand même, actuellement, avec beaucoup de recul, on a eu quand même à avoir une panoplie d'organes qui sont touchés. Mais quand même, les plus connus, ce sont déjà les voies aériennes supérieures, les poumons. Est-ce que les personnes qui sont vaccinées, comme moi par exemple et vous, on peut attraper le virus ou on peut le transmettre? Ou les deux à la fois? Alors, toujours comme on dit, une nouvelle maladie, on apprend. On apprend à la fois des signes, on apprend comment soigner, on apprend comment vacciner. Tous ces éléments sont à apprendre, sont nouveaux. Les vaccins que nous avons maintenant, même s'ils sont efficaces, ils ne peuvent que empêcher la partie grave de la maladie, c'est-à-dire d'avoir des cas graves ou d'avoir des cas... S'il vous plaît, c'est quoi un cas grave? Expliquez aux téléspectateurs. Bon, c'est pas compliqué. Quand on a la toux, on a la fièvre, on tousse, on circule dans la rue, pendant une semaine, 2 semaines, ça passe, on prend un peu de paracétamol pour certains, et puis ça se calme. Généralement, chez les jeunes, ça se passe comme ça. À partir d'un certain âge, généralement autour de la cinquantaine, le virus, quand il attaque les poumons,
on a une diminution de l'oxygène et des dégâts qui vont venir après en inter si la prise en charge n'est pas précoce. Donc, il y aura ce qu'on appelle une hypoxie, un manque d'oxygène. Quand il y a un manque d'oxygène, c'est comme ça que les gens viennent ou les parents les amènent. Quand ils les amènent, ils sont hospitalisés. Dès l'instant que tu es hospitalisé, tu es mis en oxygène ou tu es en réanimation. On parle de cas graves. C'est des cas graves. Docteur Ba, concernant les personnes qui sont hospitalisées, quel est le traitement, généralement, les traitements qu'on reçoit? Est-ce que les personnes viennent tôt dans les centres de santé pour se soigner, ou est-ce qu'ils ne viennent que quand ils sont déjà dans les cas où il y a alerte? Malheureusement, on n'a pas tellement cette culture de venir se consulter le plus tôt possible. Et la COVID-19 aussi n'a rien changé vis-à-vis de ça. Actuellement, au niveau national, on peut compter 22 malades qui sont hospitalisés pour la COVID-19. Donc parmi eux, on a 8 cas qui sont des cas légers, qui n'ont pas besoin d'oxygène ou bien d'une prise en charge spéciale. Donc on a aussi 14 cas graves qui sont sous oxygène. Aussi, par rapport à la COVID, on a aussi d'autres malades qui sont suivis à domicile. Parce qu'actuellement, nous avons 447 cas de COVID-19 qui sont reconnus malades, parce qu'ils sont testés positifs. Mais parmi ces 447, il n'y a que 22 qui sont hospitalisés. Et comme j'ai dit, parmi ces 22, il n'y a que 14 qui sont des cas graves de Covid. Aussi, par rapport à la prise en charge, il y a un protocole qui est établi. Au niveau national, nous avons un conseil quand même scientifique qui décide et c'est de voir par rapport, comme on dit, à ce qui se fait actuellement au niveau international par rapport à la prise en charge de Covid-19 et d'adapter un traitement qui est plus adéquat à chaque patient. On revient vers le thème du débat qui est la vaccination. C'était important de donner des explications sur la définition de la maladie, sur ce qu'il faut faire. S'il y a des conseils, on va y revenir plus tard. Maintenant, concernant la campagne, on a parlé cette fois-ci de catégories de femmes et des élèves de 18 ans. Comment expliquez-vous ces choix? Pourquoi ces personnes n'ont pas été mises dans la catégorie de la première, deuxième et troisième campagne de vaccination? Pourquoi attendre maintenant? On n'a pas défini ça maintenant. La cible de vaccination, on a évolué dans la cible de vaccination. On avait pris au départ... Les personnes âgées, les personnes malades. Voilà. Ça, c'est lié au pouvoir de chaque pays en fonction du nombre de vaccins que tu peux disponibiliser. Tu ne peux pas prendre toute la gamme de personnes à vacciner. Donc, tu choisis ceux qui ont plus de létalité et ceux qui sont très à risque. Ce qui fait qu'on a choisi le personnel de la santé, les personnes âgées, ainsi de suite. Avec le temps et avec l'arrivée des vaccins, donc, on élargit la cible de 45 jusqu'à l'extrême, on est descendu jusqu'à 18 ans. Ça, c'est fonction toujours de la politique du pays et de la capacité à avoir suffisamment de vaccins. Si tu as suffisamment de vaccins, tu ouvres la gamme. Si on a différents types de vaccins qu'on peut couvrir les enfants de 12 à 18 ans, on va ouvrir pour les enfants de 12 à 18 ans. Mais pour l'instant, on va jusqu'à 18 ans. Donc ça veut dire que des lycéens peuvent être vaccinés. C'est clair. Est-ce qu'on a suffisamment de centres, par exemple, dans les établissements scolaires? Est-ce qu'il y a des centres de vaccination? Est-ce que les équipes se déplacent vers les établissements scolaires, par exemple, ou à l'université? Oui, effectivement. Bon, juste peut-être pour rebondir à la question précédente, comme l'a dit mon cher aîné doctorant, je pense que la politique est fonction des ressources disponibles. Comme vous le savez, la Mauritanie ne produit pas de vaccins. Et aussi, au début de la vaccination, bon, c'était un peu une course contre la montre pour acquérir le moins de vaccins disponibles. C'était un peu difficile, donc c'était compliqué quand même de vouloir vacciner tout le monde en même temps, alors que c'était pas sûr d'avoir tous ces vaccins. Et donc je pense qu'avec la politique de l'État qui est de vacciner plus de 2 600 000 personnes d'ici la fin de l'année, voire début de l'année, parce que il y aura des vaccins qui sont disponibles pour cette population-là. C'est pourquoi on va l'étendre et Inch'Allah, on espère aussi qu'on va descendre pour une population encore beaucoup plus jeune. Maintenant, pour ce qui est de l'atteinte de la cible,
Je pense, comme je disais tout à l'heure, avec la campagne, on a eu beaucoup plus d'équipes. Les ressources aussi étaient là pour quand même aller chercher. Et c'est pourquoi nous sommes en coordination avec les DREN au niveau des régions, les responsables des écoles, que ce soit privées ou publiques, qui hébergent des élèves et étudiants de plus de 18 ans, parce que c'est eux qui sont éligibles actuellement à la campagne. Donc il y a une organisation avec les organisations de la société civile, vraiment, pour déployer les équipes là où besoin se fera, particulièrement avec les écoles. Malheureusement, depuis le samedi, ils sont un peu, comme je dis, en congé pour le week-end et également pour la fête de Mouloud. Donc, mais malgré que la campagne se termine demain, il y aura toujours une continuité de ces activités de vaccination-là, en ciblant essentiellement, comme j'ai dit, cette frange que nous trouvons vraiment importante et aussi qui sont les plus exposés. Parce que, comme vous savez, les jeunes vraiment sont les plus mobiles, qui respectent peut-être, entre guillemets, un peu moins les mesures barrières et de confinement. Donc, ce sera aussi une occasion vraiment, d'ici la fin du mois, d'essayer de rattraper le maximum de personnes possibles pour la vaccination. Parce que, également, peut-être pour rajouter, les gens qui se vaccinent, parce qu'on utilise actuellement le vaccin AstraZeneca. Pour la dose. Il y en a qui prennent la deuxième dose, il y en a qui prennent la première dose. Donc, pour ceux qui prennent la première dose, il faut notifier qu'il ne faut pas qu'il y ait une crainte de ne pas avoir la deuxième dose dans 2 mois. C'était ça ma question, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont des difficultés à avoir la deuxième dose lorsqu'ils ont été vaccinés pendant Effectivement. ils ont attendu 2-3 mois même pour certains. Oui, la dernière fois, les gens ont attendu... Est-ce qu'il n'y a pas de risque cette fois-ci? Les gens ont attendu plus de 2 mois, parce qu'il y avait des directives même de l'OMS qui stipulaient que c'était bon même de patienter jusqu'à 12 semaines, 9 à 12 semaines pour prendre la deuxième dose. Et ça aussi, ça renforce un peu l'immunité. Mais là, je pense que cette fois-ci, il est un peu plus les devants, parce que le mois à venir, Inch'Allah, il y aura quand même, je pense, plus de 300 000 doses qui seront acquises pour préparer les deuxièmes doses de ceux qui sont en train de se faire vacciner. Donc, en tout cas, j'exhorte tout le monde vraiment à ne pas avoir de crainte de ce côté-là, parce qu'il y a des dispositions qui sont déjà prises pour faciliter tout cela. Les vaccins sont disponibles. Il y a les vaccins. Il y a suffisamment de vaccins. On peut avoir une idée C'est différent. Au départ, quand on a mis les vaccins en place, les gens ont vacciné un nombre très important par rapport à ce qui était défini. Parce que quand on te donne 1000 doses, tu dois te dire que tu dois vacciner pour 500. Et les 500 doivent rester pour la deuxième injection. Mais si on continue à vacciner, sans faire attention à ce seuil, on finira par vider les vaccins, et quand la deuxième injection arrive, alors les prévisions ne sont plus là. Ça a été le cas au moment où vous parlez des ruptures d'AstraZeneca. Le deuxième élément, vous avez parlé de quelque chose qu'on a sauté, c'est par rapport au vaccin, comme vous avez dit. Vous, étant vacciné, vous pouvez capter la maladie, mais vous avez la chance d'être moins malade, de ne pas se retrouver en hospitalisation ou en réanimation. Deuxièmement, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas contagieux. Vous pouvez contaminer. Vous pouvez capter la maladie comme vous pouvez transmettre la maladie. Mais vous êtes dans une situation de défense qui te permet de résister par rapport à la maladie. Ça me permet de revenir un peu sur la définition même du vaccin. C'est quoi donc le vaccin? Bon, le vaccin, on peut définir le vaccin comme étant une substance biologique qui est administrée à un être humain ou bien un être vivant. On vous injecte le virus affaibli Bon, je parle juste de la définition du vaccin lui-même, peut-être avant de revenir sur le vaccin typique de la COVID-19. Parce que le vaccin, ça a commencé il y a très longtemps, avec les livres Pasteur et autres, parce que comme on dit, c'est une substance biologique qui est administrée à un être vivant pour booster son immunité. Donc le vaccin est là pour renforcer l'immunité, amener la personne à augmenter sa capacité de défense. Maintenant, pour ce qui est du vaccin de Covid, nous avons 2 types de vaccins. Nous avons le vaccin conventionnel et on a les nouveaux vaccins qui sont à ARN messager, qui demandent des conditions de stockage et autres que
qui faisait qu'on ne les avait pas ici en Mauritanie. Mais nous, les vaccins que nous utilisons, ce sont les vaccins, comme on dit, entre guillemets, conventionnels, qui utilisaient les anciennes méthodes, à savoir le Sinopharm, le Johnson & Johnson et l'AstraZeneca. Donc, mais autre chose par rapport aux autres vaccins qui utilisent la nouvelle technologie, l'ARN messager, qui demandent, comme j'ai dit, des capacités de stockage avec des températures négatives très élevées. Je pense aussi, actuellement aussi en Mauritanie, nous avons aussi la possibilité même de stocker ces vaccins parce que nous avons 4 chaînes ultra froides qui peuvent conserver des vaccins à une température de moins 80 degrés. Donc ça aussi, c'est une autre opportunité aussi de pouvoir même acquérir les Pfizer, les BioNTech, les autres qui sont utilisés dans les pays occidentaux, ainsi de suite. Puisqu'on a parlé des élèves, la vaccination des élèves, est-ce qu'il y a une campagne qui a visé les enseignants? Les enseignants? Campagne de vaccination. Il n'y a pas une campagne, c'est la première campagne où on a demandé aux fonctionnaires d'être pris en charge. Mais à partir, normalement, de cette campagne-là, les enseignants sont visés. Parce que ce n'est pas normal quand un enseignant vient enseigner des enfants qui ne sont pas vaccinés. Donc, obligatoirement, avant même les élèves, c'est les enseignants qu'il faut vacciner. Avant même les élèves. Donc, c'est tout à fait normal. Et comme il vous a dit, les vaccins que nous avons, ce sont ces deux types de vaccins. Actuellement, nous avons le Pfizer, parce que comme il a dit, on a des chaînes froides qui permettent de conserver le Pfizer, mais on n'a pas commencé à l'utiliser. On a une certaine quantité de Pfizer. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs. Le ministère de la Santé a déclaré que la campagne de vaccination se poursuivra jusqu'à ce qu'elle atteigne, vous l'avez dit tout de suite, 2 600 000 personnes. C'est quoi ces chiffres? Qu'est-ce que ça veut dire 2 600 000? Bon, pourquoi 2 600 000? Quand on regarde pourquoi pas 3 millions ouais. ou 2 millions ou 1 800 000? Pourquoi ces chiffres de 2 600 000? Donc 2 600 000, c'est la cible de la population mauritanienne qui a plus de 18 ans, qui a 18 ans ou plus. Donc quand on regarde la population qui est de plus de 4 millions et quelques, donc les 18 ans et plus représentent 2 600 000 personnes. Donc actuellement, la cible, c'est ça. Et quand on remarque par rapport depuis le début de la vaccination, parce qu'on sait que depuis le début de la pandémie, bon, l'État est quand même à prendre plusieurs mesures vraiment pour lutter contre cette pandémie, à savoir les mesures barrières, ainsi de suite. Mais on reconnaît quand même que la vaccination est la mesure la plus efficace vraiment pour lutter contre cette pandémie. Et depuis le début de la vaccination jusque-là, on a quand même eu à vacciner plus de 799 000 personnes, ce qui représente plus de 13% de la population actuelle et presque plus de 22%, voire 23% de la cible. Et même ça nous permet de nous classer parmi les 8 pays africains qui ont la meilleure couverture vaccinale avec la Covid-19. Donc les 2600, c'est essentiellement les plus de 18 ans. Est-ce qu'il y a véritablement une immunité africaine par rapport à la Covid-19? Non, il n'y a pas. On en parle souvent, mais est-ce que non, il n'y a pas une immunité. Une immunité, elle est naturelle. C'est tous les hommes, quand tu es en contact avec un virus, tu développes une certaine immunité. Maintenant, avec le virus, c'est une immunité fragile qui dure pendant quelques semaines ou quelques mois. Après, ça baisse, ce qui fait qu'on on se réinfecte du virus, soit du même virus, soit d'un autre variant, tout simplement. C'est-à-dire un virus qui a changé quelque part dans ses protéines. Parmi les actions prioritaires retenues par le gouvernement, il y a l'accélération de l'acquisition des équipements médicaux nécessaires pour une prise en charge optimale des personnes. Y a-t-il des progrès visibles déjà? C'est-à-dire que nos infrastructures qu'on avait à la veille de l'apparition de cette pandémie, se sont-elles réellement améliorées aujourd'hui? Comme je dis, quand il y a une nouvelle maladie, on apprend. On apprend dans tous les sens. Comment reconnaître la maladie, comment la prendre en charge, comment l'éviter avec le vaccin. Donc, tous les pays ont appris à prendre en charge ces maladies. On a utilisé au départ ces intubations avec quelques molécules. Après, on s'est rendu compte
qu'il faut faire de l'oxygène à haute dose. Donc, presque tous les centres hospitaliers sont équipés en oxygène. Ils ont suffisamment d'oxygène pour prendre en charge les gens qui sont essoufflés, hein, qui ont une hypoxie, comme on a dit, qui leur manque d'oxygène. Et en même temps, ils ont eu tout ce qui va avec, tout l'arsenal qui va avec, soit en termes de lits, parce que tu ne peux pas mettre les malades par terre, il faut avoir aussi des lits. Et la partie réanimation aussi a été également renforcée en équipement. Donc, actuellement, dans tous nos hôpitaux, ils ont suffisamment de moyens, de matériel pour prendre en charge les malades. Je rappelle, docteur Bach, que vous êtes directeur de l'action sanitaire Nouakchott-Nord. On peut avoir une idée sur des équipements et les infrastructures au niveau de la wilaya Nouakchott-Nord? Oui, effectivement, comme l'a dit docteur Anne, je pense qu'avec cette pandémie, on a eu quand même à avoir un renforcement de capacité du personnel de santé, déjà pour acquérir de nouvelles compétences, pour gérer les urgences relatives à la COVID-19. Mais également, il y a eu une amélioration du plateau technique sur l'étendue du territoire. Et je pense que la plupart des formations sanitaires ou bien des centres de prise en charge de la COVID-19 ont eu quand même à avoir des matériels pour l'oxygénation, pour la prise en charge de ces malades COVID-19. Pour ce qui est de la wilaya de Nouakchott-Nord, nous avons le centre de Cheikh Zayed qui prend en charge les malades COVID-19 parce que c'est le seul hôpital de référence de la région. Je pense actuellement même il y a un malade hospitalisé au niveau de Cheikh Zayed. Je pense que le plateau technique aussi actuellement est bien fourni pour une prise en charge adéquate des malades. Et aussi en parallèle, les formations sanitaires, les centres de santé de référence des Mokata, à savoir celui de Darnaïm, de Taïrt et de Toujinine. Aussi, les médecins-chefs même et quelques éléments devaient même être programmés pour une formation de renforcement de capacité pour la prise en charge des cas Covid, au cas où on ne le souhaite pas avec les vagues successives qui se profilaient. Et comme on dit souvent, quelque chose malheureux bon, parce qu'avec la Covid quand même, on a appris à mieux gérer et à mieux contrôler tout ce qui est relatif à la prévention et au contrôle de l'infection. Parce qu'avec la Covid, on a eu vraiment à avoir beaucoup d'équipements de protection, surtout au niveau des formations sanitaires. Et comme je dis aussi en parallèle, l'amélioration des plateaux techniques. Docteur Anne, j'ai quelqu'un que je veux amener pour se faire vacciner. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Où est-ce qu'on va aller? Dans tous les centres, actuellement, il y a des sites de vaccination. Il suffit de se présenter avec son numéro d'identité nationale, avec sa carte d'identité nationale. On va prendre tous les paramètres qui concernent la personne. Et puis voilà, on vérifie, est-ce que tu es dans la cible, tu as plus de 18 ans, ou tu as 12 ans, ou tu as 10 ans. On te dit oui, tu peux. Ou bien, est-ce que tu es enceinte, tu ne peux pas, ou est-ce que tu peux faire, ainsi de suite. C'est au personnel qui est là de vérifier tous ces éléments. Dès l'instant que les conditions sont remplies, on vous vaccine, on vous donne votre première dose et on vous donne rendez-vous dans le Donc mois. il suffit de se diriger vers n'importe quel centre, Il tout est suffit de se disponible. diriger. Si vous avez beaucoup de gens, 20, 30 personnes, 40 personnes à vacciner, qui ont droit à être vaccinés, si vous ne faites signe dans une des régions quelconques, on vous envoie une équipe qui vous vaccine. C'est systématique, ça. Oui. Mais il faut avoir Une quantité de personnes. une quantité de personnes pour faire. Sinon, ça ne sert à rien de se déplacer pour Déplacer une une personne. équipe, mobiliser une équipe avec les moyens que cela, Voilà, que cela coûte pour... Donc, il suffit juste de... J'espère que les téléspectateurs ont entendu. Le stock de vaccins dont nous disposons. Vous pouvez revenir un peu sur les moyens de conservation, parce que c'est une question qui est souvent revenue. Oui, peut-être juste avant de répondre à la question, je vais un peu peut-être appuyer les propos de mon cher aîné Dr Anne, pour juste dire que par rapport à cette campagne, il y a des directives qui sont claires par rapport à la cible. Parce que c'est vrai, souvent on a des femmes qui nous demandent est-ce qu'une femme enceinte peut se vacciner, est-ce qu'une femme allaitante peut se vacciner. Ce qu'il faut dire que les directives de la campagne sont claires. Toute personne qui a 18 ans ou plus est éligible à la vaccination, qu'elle soit allaitante ou bien qu'elle soit femme enceinte. Maintenant, c'est vrai peut-être qu'il faut prendre cas par cas pour certaines femmes enceintes ou bien des femmes allaitantes en fonction de l'état de santé. Donc ça aussi, vu que ce sont les infirmiers et les paramédicaux qui font la vaccination,
ils sont aussi à même de voir est-ce que cette dame elle est en bon état physique apparent pour essayer de voir s'il n'y a pas peut-être une complication qui ferait qu'elle ne se vaccine pas. Maintenant, pour ce qui est de la conservation, nous avons des vaccins qui se conservent entre 2 et 8 degrés. Donc je pense que sur l'étendue du territoire, la majorité des formations sanitaires, que ce soit les postes de santé, les centres de santé, ont une unité fixe de vaccination. C'est-à-dire les postes de santé, même si c'est des zones reculées qui n'ont pas d'électricité, ils ont des chaînes de froid qui leur permettent de conserver les vaccins à une température entre 2 et plus 2 et plus 8 degrés. C'est comme les vaccins de routine qu'on utilise pour les enfants de moins d'une année, à savoir les BCG et autres. Donc ça se conserve de la même manière. C'est vrai qu'on entend souvent dire que les vaccins sont mal conservés, les vaccins ne répondent pas à un certain nombre de conservations. Je trouve que tout ça, c'est des rumeurs qui sont infondées. Parce que nous aussi, je pense que les éléments qui vont sur le terrain, qui conservent les vaccins, qui administrent les vaccins, ce sont des Mauritaniens. Je ne pense pas qu'ils vont administrer un vaccin à leurs parents quelque chose qui est nocif, parce qu'eux-mêmes, ils se sont fait vacciner avec ces mêmes vaccins dans les mêmes conditions de conservation. Donc, il n'y a pas qu'un Mauritanien qui a eu à bénéficier d'un vaccin qui a été conservé d'une manière différente que celle qu'on utilise actuellement. C'est-à-dire que malgré la chaleur qu'il y avait avant-hier et la journée d'avant, j'ai vu quelque part dans les postes de sortie des centres de santé. Est-ce que vous pouvez confirmer que les vaccins qu'ils utilisaient étaient bien conservés malgré le climat qu'il faisait avant-hier? Les chaînes de froid, au niveau des unités de vaccination, il y a des chaînes de froid. Mais au niveau des unités avancées, il y a des porte-vaccins qui sont utilisés. Et je pense que c'est que chaque personne, c'est des professionnels de santé qui connaissent la température de conservation des vaccins. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur, il fait un peu chaud. C'est pourquoi le plus souvent, on demande même aux éléments d'avoir, s'il faut, un deuxième porte-vaccin qui ne contient que des accumulateurs pour permettre souvent d'échanger et de vérifier la température. Parce que ça aussi, c'est important qu'à chaque fois, qu'il y ait cette vérification de la température pour qu'il y ait un ravitaillement, s'il le faut, en accumulateur. Et même le plus souvent au niveau de ces équipes, on ne donne pas aussi une grande quantité de vaccins parce qu'il y a souvent les équipes de supervision qui font un peu le relais pour essayer de voir les besoins, que ce soit en vaccin ou en accumulateur, pour qu'il y ait encore une meilleure conservation de ces vaccins-là. Je reviens vers vous, Dr Anne, parce que expliquez-nous, quand on dit qu'il y a la campagne de vaccination qui sera lancée du 14 au 18, on comprend par là que c'est du 14 au 18 qu'il y aura une intense activité. Est-ce qu'il y a un relâchement après le 18? En fait, quand on définit un intervalle de temps pour une campagne, ça veut dire que les efforts sont fournis essentiellement au cours de cet intervalle. Cependant, dans la mesure où on a eu un objectif de santé qui consiste à vacciner ces 2,6 millions d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine, et qu'on s'est fixé dans cette campagne de vacciner plus de 500 000 personnes, ça suppose que même si on n'arrive pas à faire le nécessaire dans cet intervalle de temps, la campagne, elle va continuer d'une manière ou d'une autre. L'intensité va peut-être baisser. L'intensité peut baisser, comme elle peut augmenter. C'est-à-dire qu'en faisant l'évaluation de cette campagne, on se rend compte qu'on a vacciné, par exemple, moins de 50%. On se dit qu'on a beaucoup de personnes à rattraper. Donc, si on se dit qu'on a beaucoup de personnes, on va fournir plus d'efforts pour avoir ces personnes-là. Mais pour chercher ces personnes aussi, il est important de savoir dans chaque zone qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, réellement. Comment on va le savoir? Eh bien, normalement, quand on vaccine les gens, on a leur provenance. De façon grossière, on a leur provenance. Donc, on se dit, si on a vacciné 40% des gens de Nouakchott-Sud, ça veut dire qu'il nous reste 60% de la population cible de Nouakchott-Sud à vacciner. Maintenant, est-ce que cette population, une partie est partie se vacciner ailleurs? C'est une possibilité. Mais les efforts réunis, ça va se compenser. C'est-à-dire ce qui va être fait à Nouakchott-Ouest ou Nouakchott-Nord ou même les autres capitales régionales ou les autres wilayas, ça se compense. On retrouvera la même cible.
Je ne sais pas si vous... Oui, c'est parfait, j'ai compris. Voilà. J'ai compris, c'est pas pour les téléspectateurs, espérons qu'ils ont compris. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Je voudrais que vous reveniez un peu sur, vous dites à nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir de cette maladie et quelle est l'utilité du vaccin. Pour les personnes qui ont été vaccinées, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut maintenir les gestes barrières? Est-ce qu'il faut lâcher? Et comment on porte un masque? Est-ce qu'il faut utiliser du gel? Ou il faut arrêter parce qu'on est vacciné, c'est fini? Des conseils pour les téléspectateurs. Ok, donc par rapport à la COVID-19, les gestes barrières, qu'on soit vacciné ou non vacciné, on doit continuer à les appliquer. Comme on a dit tout à l'heure, quand on est vacciné, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas contracter, mais on est protégé, on fait moins le Covid que celui qui n'est pas vacciné et aussi on a moins de chances de développer une forme grave. Donc ce qui fait que qu'on soit vacciné ou pas, on doit respecter les mesures barrières, on doit respecter les mesures d'hygiène. L'hygiène des mains elle est essentielle. Le port du masque quand on est dans une zone où il y a beaucoup de personnes. Maintenant, par rapport à la vaccination Covid, je pense que dès le début de la pandémie, on a beaucoup entendu parler d'immunité collective, il faut laisser les gens sans mesure barrière, ainsi de suite. Mais actuellement, la seule vraie immunité collective que nous avons, c'est par la vaccination. Donc si vous constatez dans les pays développés, qui ont vraiment engagé une vaccination depuis longtemps et qui sont à plus de 70% de leur cible, il y a moins de décès, il y a moins de problèmes. L'année dernière, on voyait à la télé en Italie, en Espagne, où souvent même les médecins étaient en pleurs, ils étaient en train de choisir qui laissait mourir, qui laissait vivre. Donc tout ça, c'est du passé parce que les gens acceptaient de se vacciner. Donc l'immunité collective s'acquiert actuellement avec la vaccination parce que c'est ce qui a été utilisé dans tous les pays. Maintenant, aussi, quand on est vacciné, comme j'ai dit tout à l'heure, on a plus de chances de ne pas développer une forme grave de vaccination. Parce que même au niveau de nos hôpitaux, les malades qui sont hospitalisés, la majorité ne sont pas vaccinés. Donc même les personnes infectées quotidiennement, nous n'avons pas encore les vraies statistiques, mais selon déjà l'impression de ceux qui font, ou bien les praticiens hospitaliers, la majorité ne sont pas vaccinés. Donc ce qui prouve aussi un peu l'efficacité de la vaccination, même si on continue à spéculer sur son efficacité ou pas, mais je pense que l'exemple qu'on a donné par rapport à l'Occident quand même prouve l'efficacité des vaccins parce qu'ils sont un peu contraires à moins de vaccins, ainsi de suite. Maintenant, l'autre chose, c'est de rappeler aux gens aussi que chacun a une responsabilité vis-à-vis de cette pandémie. Comme je dis, en se vaccinant, on contribue à l'immunité collective et aussi on contribue aussi à stopper cette pandémie parce qu'on a remarqué que c'est la plus efficace. L'exemple que je peux donner, mais où les pays vraiment étaient très exigeants par rapport à tout ce qui est contrainte. La dernière fois, j'entendais qu'il y a le président brésilien qui voulait assister à un match de football dans un terrain de football au Brésil. C'est le président de la République, mais on l'a dit, non, tu ne rentres pas, parce qu'il a dit qu'il ne se vaccine pas. Mais on l'a dit que tu ne rentres pas parce que quand tu n'es pas vacciné au Brésil, tu n'as pas le droit de rentrer dans un terrain de football. Aussi, c'est dans ces mesures-là que je veux vraiment appeler la jeunesse, qui est une des cibles importantes de cette campagne, vraiment à continuer encore de prendre ses responsabilités en étant vraiment le futur de demain, vraiment de contribuer aussi. Parce que comme on a dit, ils font partie une des cibles. Au départ, on disait que la vaccination n'atteignait pas les jeunes. Mais avec Delta, même les jeunes ne sont pas épargnés. Donc c'est sur ce vraiment que c'est important aussi qu'ils se fassent vacciner, qu'ils obtiennent leur passe sanitaire, et au cas où demain ils ont la possibilité de voyager, qu'ils ne sont pas contraints à ne pas pouvoir le faire. Docteur Anne, un mot à l'adresse de nos téléspectateurs parce que c'est la fin de l'émission. Un conseil? Pour les téléspectateurs, ils doivent comprendre que c'est une pandémie qui touche tous les pays pauvres, moyens, riches, et ça n'épargne aucun âge. La première chose, c'est que nous avons ici, c'est les gestes barrières, se laver régulièrement et très fréquemment les mains, la vaccination et venir le plus tôt possible quand on sent quelque chose qui ne va pas, pour se faire dépister. Si on arrive à respecter les gestes barrières, on se lave régulièrement les mains, il ne faut pas hésiter. Même si vous descendez de votre voiture, vous pouvez prendre votre gel, vous lavez les mains, il n'y a rien. Vous allez même éviter d'autres maladies qui ne sont pas que le corona. Deuxièmement, la vaccination,
qui donne une certaine protection, permettra à moyen terme, probablement qu'on arrivera vers une seule forme peut-être de coronavirus qui nous permettra d'avoir peut-être un vaccin saisonnier, cyclique, comme la grippe. Hein? On finira par arriver à ça, mais quand est-ce qu'on va arrêter? Ça peut prendre des mois ou des mois, mais ça finira par ça. Comme on peut arriver à un bon matin qu'on trouve carrément le traitement, eh bien, on est tranquille, ou qu'on trouve un vaccin qui protège définitivement contre la maladie, mais il y a de fortes chances qu'on arrivera à une seule forme qui soit viable avec l'humanité. Donc c'est sur cette note d'optimisme et d'espoir que se termine l'émission de Zoom Sur ce soir. J'ai eu l'honneur de l'animer et j'ai eu le plaisir de recevoir Dr Anne Ahmed Tidjan, qui est directeur de la lutte contre les maladies transmissibles. Merci d'avoir répondu à l'invitation. J'ai reçu également Dr Bahamed, qui est directeur de l'action sanitaire Nouakchott Nord. Merci, j'avais le plaisir de vous recevoir. Quant à vous, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de vous retrouver dans 2 semaines, Inch'Allah. Continuez sur le petit écran de Mauritanie. Bonne soirée et bonne suite d'émission. هذا البرنامج برعاية البنك الشعبي